Oussama, Anthony, bonjour. Écoutez, bienvenue dans ce merveilleux podcast. Je vais poser une toute première question pour commencer direct. C'est son podcast? Je sais pas, c'est moi qui anime. T'es sur ma chaîne? Sur la tienne? T'as hijacké ma chaîne? Il faut que je dise bienvenue sur la chaîne d'Oussama du coup? Non, mais je sais pas. Je sais pas, Non, mais ça tourne là, t'inquiète. Ok, parfait. Bon, bienvenue sur la chaîne. C'est ça l'intro. Bienvenue sur la chaîne d'Oussama Hamar. Écoutez, on m'a donné la mission d'animer le podcast. Donc, en toute première question, dans tout le monde actuellement, quel est votre modèle, alors, civilisationnel? Podcast. Moi, j'en veux pas, je viens de voir, de temps en temps, je bois des coups et je fais des podcasts. C'est pas possible, là, comme ça, de me dire. T'es bien là? Je suis pas mal. T'es bien notre host? C'était l'host de la journée? Ouais. Vous On m'écoutez? est chez toi d'ailleurs? Non, on est chez Oussama, au merveilleux Ah, domaine d'avant. Enfin, chez moi. Disons que temporairement chez moi. Non, vas-y, on t'embête. C'est juste pour Vas-y. Non, mais Pour te mettre en ambiance. pour te mettre en ambiance. Pour que le watch time il monte là. là, il est monté du coup. Bah, je pense. Ok. Bon, première question. Parmi tous les modèles civilisationnels de la planète, donc en termes de politique, donc tu prends la République, la dictature, peu importe, c'est lequel votre préféré? Et s'il n'y en a pas, si demain vous étiez roi du monde, comment est-ce que vous créeriez votre préféré? Ce serait quoi votre modèle idéal de politique pour diriger un pays? Anthony, ça c'est loin pour toi ça. En plus, ça te casse les couilles, toi, la politique. Un petit peu, un Ouais. petit peu. Tu fais venir beaucoup de gens à Dubaï. Pourquoi? Pour le pognon. Non, pas que. Pas que. Pour pas Pas payer que. d'impôts. Non, pas que, parce que je pense que Dubaï a une certaine liberté, justement. Alors, Dubaï, en termes de politique, ils ont leur politique qui est très particulière, où le peuple, en fait, suit la vision d'un cheikh. Il y a un cheikh qui a une vision qui est très claire, qui est suivie par l'ensemble de la population, à toutes les strates de la population. Et c'est ce qui fait que le système, il me semble, avance. Et il avance dans le bon sens. Et j'ai envie de te dire, ça serait presque l'idéal. Aujourd'hui, si je dois parler d'un... Tu parles de Dubaï, si je dois parler d'un système qui fonctionne, en regardant un peu à travers le monde, le système de Dubaï fonctionne. Tout le monde suit une vision commune, la vision donc du cheikh des Émirats, et ça fonctionne. Donc pourquoi aller chercher beaucoup plus loin? Je pense qu'il y a une bonne vision, c'est un système qui fonctionne. D'un point de vue politique, c'est un peu la Suisse du Moyen-Orient, et on le voit un petit peu aujourd'hui d'ailleurs avec les conflits sur la zone du Golfe. On voit que voilà, on a la Suisse du Moyen-Orient, et le système fonctionne. Donc je vais te donner cet exemple Ok. qui me paraît être... Dans la manière dont fonctionnent les Émirats, c'est quoi la philosophie qui, toi, qui démarque de ce que nous, par exemple, on fait en France ou en Europe et qui fait que, entre guillemets, on est décadent, on peut penser que ça marche pas? J'ai pas compris ta question. Moi non plus. Vous n'avez pas compris? Non. Bon, en gros, en France, ça marche pas. Ou en Europe, en tout cas, on pense que ça marche pas. Qu'est-ce qui fait qu'à Dubaï, ça marche? C'est ce que je disais précédemment, en fait. Tu me C'est dis que t'as Dubaï, une vision... tu me dis Dubaï, ça marche parce que le cheikh a une vision. Ouais, Et et du qu'elle coup, est qu'est-ce qu'il y suivie a de par l'ensemble du particulier? peuple. C'est que tu as un peuple qui suit la vision d'un homme. C'est comme dans une entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises dans le monde qui fonctionnent, c'est parce que tu as un dirigeant et qu'il est suivi par l'ensemble de son entreprise. À partir du moment où le dirigeant, il est contesté à chaque fois qu'il parle ou à chaque fois qu'il dit quelque chose, le système complet il est remis en question à chaque décision. Et c'est ce qui fait que ça crée des difficultés. Donc, à mon avis, quand tu as une vision qui est claire, qui est dirigée par un homme et qui est suivie par des hommes, ça permet à la machine d'avancer. Si tu as une locomotive qui avance, c'est mieux que si tu as des wagons qui partent dans tous les sens. Et toi, Osama? Moi, j'ai pas suivi. C'est sûr. Non, mais Welcome. attends, si, je suis. Non, mais bon, Dubaï, c'est un accident. C'est magique. C'est formidable. Je suis fan. Ça marche. Ça marche. J'espère un jour être nommé ministre de la propagande. Donc, truc que je ne fais pas dire. La vérité, c'est que la politique, ça me déprime. Moi, j'en peux plus. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Il y a Javier Milei qui m'a redonné de l'espoir en Argentine. Il supprime tout, il libéralise tout et ça a l'air de marcher. J'espère qu'il pourra aller au bout de l'expérience et j'espère que pour une fois, on pourra prouver que le libéralisme, ça fonctionne. J'ai toujours eu l'intuition que le libéralisme, c'était le meilleur système et pour une fois, on a un mec qui, dans un pays vraiment à la ramasse, est en train de prouver que ça fonctionne. L'UNICEF l'a remercié hier d'avoir sorti 2,4 millions d'enfants de la pauvreté. Mhm. Moi, je trouve que quand dans ta vie, par ton action et ton travail, tu as sorti 2,4 millions d'enfants de la pauvreté, tu peux mourir tranquille quand même. Hein. Et tout ça en augmentant la liberté économique de tout le monde, en 7% de croissance, réduction de l'inflation. Enfin,
Et vraiment, sa politique se résume à laisser les gens tranquilles, quoi. C'est quand même magique, hein. C'est fou comme ça marche. Et pourquoi nous, on tire pas des leçons de ça, du coup? On est incapable. J'ai la France. De toute façon, c'est triste à dire. C'est un pays que j'aime beaucoup, mais il faut qu'on passe par ça. L'Argentine est passée par ça 30 ans avant nous. L'Argentine n'aurait jamais pu élire Milei s'ils n'avaient pas eu 30 ans de péronisme. Voilà. Donc nous, on va commencer notre cycle. La vie, c'est toujours des questions de cycle, Ouais, à tous les exactement. domaines d'ailleurs. Hein. Exactement. Nous, en plus, on est chanceux, on vit à Dubaï. C'est vrai qu'on n'est pas trop concerné par ça. La dernière fois à table, notre pote nous disait pourquoi c'est votre problème. Effectivement, pourquoi c'est s'en notre fout, problème en fait. Ouais, bon, après, si on parle de la France, c'est quand même, je pense pour toi comme pour moi, comme pour toi, c'est un côté touchant quand même, le fait que les choses se passent pas forcément comme on peut le souhaiter. On a tous quand même un côté Ça me déprime. patriote. Quand on arrive à Paris, que ce soit toi ou moi, on a les yeux grands ouverts, ébahis par la beauté de Paris, par l'architecture, par la gastronomie, partout. Et c'est un petit peu désolant, mais je pense que effectivement c'est cyclique et j'espère pour la France que c'est une mauvaise passe et que les choses finiront par entrer dans l'ordre. Donc, tu penses qu'on doit faire 30 ans d'Argentine avant que ça rentre dans l'ordre? Alors, la France a une tendance à faire les cycles en plus accéléré qu'ailleurs. Donc peut-être 10 ans. Peut-être 10 ans, et un homme politique serait capable de sauver ça? J'espère bien. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut qu'un homme apparaisse, quoi. Mais après, c'est quand même beaucoup de bon sens. C'est pas normal un pays qui dépense plus qu'il gagne, c'est pas normal un État qui sait pas protéger ses citoyens, c'est pas normal. Enfin, il y a un milliard de trucs. Mais bon, il faut que tout ça devienne une vraie évidence pour que les gens. Quand je vois, j'étais sur Twitter tout à l'heure, il y avait un mec qui disait oui, j'en ai marre de me sentir en insécurité en France, et un mec qui lui répond ouais, je vois pas pourquoi, c'est très sûr à la France et tout. Alors, je me dis mais où il vit le mec? Bon, le mec il vivait dans le 7e arrondissement de Paris, bon. Facile d'être de gauche quand t'es dans le 7e. Ça va changer, parce que bientôt, même le 7e sera invivable. Donc, ce jour-là, lui, comme tous les autres, il dit machin. Puis là, peut-être qu'on aura une solution. Mais bon, de toute façon, parlons d'autre chose que politique, j'en ai marre de la politique. Ouais. En plus, commencer Casse un les podcast couilles, par une politique. C'est sûr. Ouais. Ok. Toi, Oussama, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? On a fait un podcast récemment, ça. C'est vrai. Ça a été quoi les retours pour toi? J'ai eu beaucoup de retours positifs. Mhm. J'ai eu des commentaires qui disaient c'est bien de voir un jeune parler comme ça avec Oussama. Les gens disaient Un que j'étais jeune. un jeune. Mais t'es pas jeune, toi. Comment ça, je suis pas jeune? Bah, t'as 19 ans, mais c'est biologique, c'est pas jeune. T'es né Oui. vieux, toi. Je suis né, j'avais 50 ans. Bah, peut-être pas, mais. Ok, d'accord. Pas Déjà, les caractéristiques du jeune. oui, C'est un truc, vrai. ça m'énerve, moi, les jeunes qui se définissent comme des jeunes. Ça vous a jamais- ça t'a- Tu t'es un jour senti jeune, toi? Non, moi je crois que je suis né vieux. Ouais, pareil. À Vraiment, hein. 19 ans, t'étais vieux? Mais bien sûr. Même plus jeune, j'étais vieux déjà. Ouais, 12 ans aussi. Ouais, Je pense que tu as une. En fait, c'est une vision, je crois. Ouais. Quand t'es enfant, on Ouais, revient nous sur- les jeunes. Moi, à chaque fois, j'entends cette phrase, Ouais. nous les jeunes. Mais moi, je fais pas partie des jeunes. Je parle de la perception extérieure. Je sais. Et les gens regardent la coquille, ils disent ah, c'est un jeune, mais finalement, il est pas jeune, tu vois. Ouais. Mhm. Bah oui, La c'est- mentalité de Comme t'as quelqu'un des qui est vieux plus qui sont adulte. jeunes, hein. Ah bah oui. Aussi, ouais. Aussi, mais beaucoup de retours positifs qui disaient que souvent, quand on t'interviewe, les personnes qui t'interviewent sont assez plates. C'est-à-dire qu'elles vont pas débattre avec toi ou donner leur propre avis, ils vont juste te poser des questions et les gens t'écoutent. Et alors T'as comme moi, payé des commentaires, toi. j'ai fait des commentaires. À l'inverse, tu sais que j'ai eu des mecs qui ont écrit genre des trucs en mode mais pourquoi il ferme pas sa gueule, tu vois. Laisse Oussama parler. Je te jure. Il y a eu un commentaire comme ça alors qu'il y a eu genre 60 commentaires positifs, il y en a eu un, j'étais là, je me dis, putain. Et ça te touche le commentaire Non, négatif. ça me touche pas. J'ai l'habitude. Parce que je fais de la pub pour mon business et tous les jours, je me prends genre 10 commentaires négatifs et 0 positif. À la J'ai pub, jamais c'est le meilleur moyen de se prendre Ah, que des haters. Toi d'ailleurs, t'en as beaucoup. de haters. Ouais, enfin, Oh, si peu. La moitié du pays. toi, tu t'en fous, toi. Bah, Est-ce que ça t'impacte pas au quotidien, tu vois, même si ça te passe au-dessus? Est-ce qu'il y a jamais rien dans la vie physique qui t'est arrivé où tu t'es dit, ah, quand même relou d'avoir des gens qui m'aiment pas? je crois pas, je sais pas. Non, j'ai pas de souvenir. J'ai foutu une baffe à un mec une fois, c'est tout. C'était quoi Mais l'histoire? c'était un fan. Un fan? Histoire à con. Je marchais hyper vite sur le pont Neuf. Et il y a un mec qui me demande une photo. Et j'avais une fille. Je devais la main d'une fille comme ça. On était très très en retard. En plus, je déteste être en retard. C'est un truc, ça me tape sur le système. Je suis toujours à l'heure.
Enfin, j'essaie. Quand je suis en retard, c'est que vraiment, il y a une cata quelque part. Et la meuf avait mis 2 heures à se préparer et tout. Et donc, déjà, j'étais vénère contre la meuf. J'étais très mauvaise humeur. Le mec dit, ouais, je peux avoir une photo. Je lui dis, non, je suis désolé, on avance tout. Et je sais pas pourquoi, le mec s'est énervé. Ouais, de toute façon, je savais, moi, j'essaie de te défendre en ligne, mais en fait, je vois que t'es un code. Et le mec attrape la meuf, c'est genre pour l'arrêter. Ouais. C'est pris un revers. Ah, la baffe, elle est partie. Là, puis la patte de l'ours, quoi. C'est vraiment- mais en réflexe, genre, il a Côté touché, protecteur. il a touché la meuf et... Il a réagi comment après? Il est parti? Ah bah lui, ses potes l'ont ramassé par terre, quoi. Enfin, lui, Ah, il était KO. Ah bah pas KO, mais il était Ouais, sonné, il était quoi. sonné, ouais. Mm. Faut pas chercher au sein. Ouais. Après, je me suis dit, putain, Des problèmes. je vais aller porter plainte, machin. Dieu merci d'ailleurs, si tu veux une photo, Non, non, c'est ok. envoie-moi un texto, on s'en revoit. Et toi, Anthony, du coup, t'as démarré ta brand. Les Ouais. retours, c'est comment? C'est positif, c'est négatif? C'est négatif, comment tu réagis? C'est assez positif dans l'ensemble. Je pense que mon branding, il est pas trop clivant, hormis le fait d'amener des gens à Dubaï, ce qui peut plaire ou ne pas plaire. Mais j'ai pas, comme Oussama, un branding qui est ultra clivant. Oussama, soit on l'adore, soit on l'aime pas. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Moi, sur mon branding, je vais pas avoir ce côté clivant. Ça va apporter un peu de notoriété, un peu de confiance dans ce que je fais, mais je vais pas avoir de haters. En tous les cas, pas pour l'instant. Ou si jamais c'est le cas, restez chez vous. Mais C'est quoi l'objectif avec ta brand? l'objectif de ma brand, c'est de faire découvrir à un peu plus de monde mon univers et ce que je fais d'un point de vue business. Parce que souvent, on me pose la question, mais tu fais quoi? C'est quoi exactement ton business? C'est quoi exactement tes activités? Donc pour ça, j'ai fait notamment récemment un article dans Forbes. Je commence à faire des articles presse plus sur mon branding personnel sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire découvrir un peu plus de monde mon activité et mon positionnement en fait. Ok. À long terme, tu veux que ça soit un truc. Ton business tourne autour de ta brand? Donc vraiment lancer quelque chose en rapport à ta brand ou c'est juste quelque chose en bonus aujourd'hui et tu continues de le voir comme ça? Non, pas forcément. Je pense que c'est pas forcément ce que je souhaite parce que dans tous les cas, en fait, je pense que si tu fais un business à une échelle plus importante et qu'il est, comme beaucoup de monde le sait, qu'il est uniquement attaché à ta personne, concrètement, demain, tu veux revendre. Si c'est que ta personne qui fait vendre et que t'es plus là, ta marque, elle a plus trop de valeur. Ok. Ta boîte, elle a plus trop de valeur. Donc, je préfère que ce soit la marque en elle-même et le business en lui-même qui soit fort que moi. C'est marrant que tu lances une brand parce que Oussama, il y a quelques mois, nous disait que le branding c'était mort. J'ai jamais dit ça. T'as dit que le personal branding c'était mort. Bah tu vois, t'es Ah, déjà... pareil, je me corrige. Merci. Et donc, du coup, ce que fait Anthony en l'occurrence, c'est du personal branding. Ouais, mais je pense que... Je pense que c'est une idée de merde ou Bah que c'est non. bien. Lui, il essaie tout Ah ouais. le temps de Tu sais- foutre la merde, Tu mais sais, c'est ouf. c'est un truc de fou. Alors, ouais, non, c'est pas une idée de merde. C'est juste la fin d'un cycle. Il va pas le faire longtemps, c'est tout. Ok. Moi, je pense sincèrement que le personal branding tel qu'on le fait aujourd'hui, mais au contraire, il va pouvoir faire beaucoup plus. Il va pouvoir... Anthony, c'est un exemple typique. Là, aujourd'hui, il a un vrai métier. Et le personal content, ça prend des heures sur ce métier. Quand il est 2 heures à faire une vidéo, c'est un investissement qu'il fait sur le long terme. Bientôt, il va pouvoir synthétiser son image, synthétiser sa voix, synthétiser son ton. Il y aura un post LinkedIn tous les jours d'Anthony, 20 tweets tous les jours d'Anthony, 40 vidéos d'Anthony qui vont être pile poil sur les tendances, les machins, et on va pouvoir créer un système Anthony. Et quand j'ai dit le personal branding était mort, je voulais dire le personal branding fait par les agences de personal branding qui aujourd'hui ont tout ce format de je prends un mec, je le mets en studio, je lui fais faire des shorts, etc., qui était un super format. C'est un format qui va pas durer très longtemps face au spam. Et le truc, c'est que de la même façon qu'avant, soit tu étais sur les réseaux, soit tu n'existais pas. C'était ça le schisme. Si tu n'étais pas sur les réseaux, tu n'existais pas. Donc tout le monde est venu sur les réseaux. Le prochain schisme, c'est soit tu as un système automatisé qui spam, soit tu n'existes pas. Et si tu me dis, ouais, mais moi, je veux faire de l'authentique, de la qualité, de machin, je te dis, je te regarde. Parce que personne ne va te trouver. Et comment le marché va réagir au fait que ça spam? Parce que lorsqu'une personne spam, du coup, tu dis, OK, il dépasse tous les autres. Et si Les c'est gens bien sont- la norme que tout le Les monde gens spam? sont très, très consommateurs de spam. Il n'y a qu'à voir il y a l'algo TikTok, l'algo Insta, c'est que du spam. C'est vrai, ouais. C'est terrible, hein. Mais en tant que business, si là, tu vois, je me mets dans la tête d'un coach ou d'un mec qui a un business, qui a une Ouais. personal brand, du coup, par exemple sur Instagram,
Si ça devient la norme d'automatiser, de faire 20 réels par jour avec l'IA, avec Argile et de bombarder des trucs, comment tu fais pour te différencier des autres et pour dépasser les autres? Tu te différencies pas, tu dépasses pas. Déjà, la plupart de ces gens ne dépassent personne, déjà. Ça va rien changer. La différenciation, c'est une grande illusion, hein. Ce besoin permanent de croire que la différenciation fait un business, c'est faux, hein. 99,9% des business sur Terre, ils sont sur un marché où la demande est supérieure à l'offre et il faut juste show up. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son marché. Si tu fais, par exemple, une agence immobilière à Dubaï, ce qui te porte, c'est le marché. Après, tu peux être une meilleure agence que les autres, tu peux faire des trucs, mais ta différenciation va avoir un impact marginal sur le fait qu'il y a, je sais pas combien de milliards d'immobiliers Bien sûr. achetés tous les mois, et c'est ça qui te porte. Va faire une agence immobilière, je sais pas, dans la Creuse en te différenciant. Moi, je suis dans la Creuse, je suis hyper différencié. Tu vois très bien qu'il y a 4 transactions à faire par an. Même si tu es Ouais, en c'est monopole, tu vas pas gagner d'argent. Donc en fait, les gens feraient mieux de réfléchir beaucoup plus profondément au marché que à la différenciation. Mais laissez-moi vous montrer un compte qui me fascine en ce moment, qui est, qui est l'avenir des réseaux sociaux, et qui montre très bien le jeu de merde auquel Facebook est en train de jouer. Regardez ce compte. Là, tu m'as Ça me dit monté. quelque chose. Ouais. Tu vois, ce compte poste toutes les 2 heures la même vidéo. Mm. Et regarde les vues. Maintenant, regarde le nombre de followers. 7000, ouais. 7000, regarde les vues là des 2 dernières. Combien? 287, 3,8 millions. Là, celle-là vient de sortir, donc 700. Mais sinon, c'est 70 000 vues, 60 000 vues, 80 000 vues, Ils doivent s'amuser, les followers. Hein. 90 000. Mais justement, c'est au sujet, il n'y a plus besoin de followers en fait. Ouais, Ah, c'est ça. Et tu vois, le fait que Facebook laisse passer ce genre de pratique et favorise ce genre de pratique, c'est parce que l'alignement d'intérêt, il est pour le brain rot. Et tu vois, cette vidéo, moi je l'ai eue, mais je sais pas combien de fois dans mon Pareil, feed. ouais. Et regarde, même moi, je l'ai dans mon feed. Je la regarde à chaque fois. Ah ouais. C'est Ça, c'est que c'est un peu bizarre quand même. Tout le monde. Bah, d'après les chiffres, je suis loin d'être seul dans Ouais. ma bizarrerie. C'est assez fou quand même. Ouais, c'est vrai, la consommation. De toute façon, on a de plus en plus besoin de consommer, d'être Mais les gens s'abonnent plus. du coup. dopaminé. Non, les gens s'abonnent plus. L'effort au follow il est devenu dingue. D'ailleurs, moi j'étais très choqué. J'ai fait pas mal d'études de marché là récemment. Ça fait longtemps. Notamment sur des comptes de grandes boîtes et tout pour voir leur stratégie. En fait, il n'y a que des faux followers. Je trouve que c'est un truc de fou. Il n'y a plus personne qui a de vrais followers. Même quand tu veux pas des faux followers, ils deviennent ces connards. Ouais. Qu'est-ce que tu Tellement il y a penses de du coup bots. des micro-influenceurs par la suite? Est-ce que tu penses pas que les micro-influenceurs, tu vois, qui ont genre une communauté de 5-10 000 Le personnes, problème, c'est que les micro-influenceurs, ils peuvent plus parler à leur communauté. C'est tout le sujet. Facebook, TikTok, Twitter sont en train de nous niquer. En fait, il faut comprendre l'histoire des réseaux sociaux. Première génération des réseaux sociaux, c'est Mark Zuckerberg, Facebook, un MySpace, etc. C'est un social network pour tes amis. Donc l'idée, c'est tu as des amis d'amis, et tu vas connecter avec ce groupe de confiance. Ils ont fait une première rupture sur ce graphe-là en créant le graphe des intérêts. Là, c'était plus tes amis que tu follow, c'est les stars, les machins. Mais c'était l'idée que tu crées une audience et Facebook te montrait à cette audience. Regarde l'histoire sur les 10 dernières années du pourcentage de gens dans tes followers qui voient ton message. On est passé de 100%, 90%, 80%, 70%. Maintenant, on est à moins de 5%. On a l'impression maintenant tous d'être, comment on dit, shadowban. En fait, on n'est pas shadowban, c'est juste plus personne ne peut. Et donc maintenant, on est passé d'un paradigme où le network, il est plus sur qui tu suis, mais ce que tu fais. Donc tu peux avoir 1 million de followers et faire une vidéo à 1000 vues, tu peux avoir 1000 followers et faire une vidéo à 1 million de vues. Et la seule chose qui fait que la vidéo est poussée, c'est les codes de la viralité. Et les codes de la viralité reposent sur une loi extrêmement simple et très dangereuse. C'est que ça, c'est le nombre de vues. Ça, c'est le QI des gens. Et donc, si tu veux passer des paliers du nombre de vues, il faut que ta vidéo, elle parle à de plus en plus de moldus. Et donc, si tu veux atteindre le stade suprême, t'es MrBeast, qui est le roi des moldus. Ouais, je vois ton. Et c'est horrible, c'est horrible. Et il n'y a plus que ça. Et ce qui veut dire que ton micro-influenceur, qui lui... Tu vois, par exemple, moi, je suis un mec qui s'appelle Josh Terry. Je pense que Josh Terry, c'est le prochain Tony Robbins. Ok. J'ai commencé à le suivre, il avait 800 followers, 1000 followers.
Maintenant, il doit avoir 200 000 followers. Je vois jamais ces vidéos. J'ai dû créer une app que j'ai codée qui, toutes les semaines, m'ouvre en onglet les 50 personnes les plus importantes que je veux suivre. Et toutes les semaines, à une heure fixe, les 50 onglets ouvrent et je regarde les 50 comptes qui comptent pour moi. Parce qu'aucune de ces vidéos ne passe... C'est des vidéos hyper intelligentes, super fortes. Aucune ne passe le filtre du spam. Et Facebook, il montre cette putain de vidéo à 1000 moldus. Les moldus disaient, je comprends rien. Ils scrollent. Facebook dit, ah, ça, c'est pas bonne vidéo, pas virale. Et vraiment, l'algo, c'est un algo débile. Et donc, ce pauvre mec, tu vois, je parlais au téléphone avec lui, il me disait, il doit trouver une solution. Et je lui ai dit, la seule solution, c'est de lancer une newsletter. Moi, je pense que la seule chose qu'on peut faire, tous les gens qui ont un personal branding intelligent, qui ont besoin de parler à une petite audience, il va y avoir un retour monumental des newsletters. Et toi qui t'intéresses au système et au tunnel, je pense que le système ultime du moment, c'est de récupérer le numéro WhatsApp et de récupérer l'email et de devenir très très fort en conversationnel. Si tu arrives à créer un système de conversation en automatique avec ton audience qui donne le sentiment que tu as envoyé comme à un pote, tu as envoyé un truc à regarder, une vidéo à regarder, un machin et tout, et que tu le fais dans ce réseau WhatsApp et email, là tu peux espérer te créer un objet qui est inattaquable, une forteresse. Mais le game sur Insta, le game sur Snapchat, sur machin, il est niqué. Et en plus, c'est des ouf. Cet enculé de Musk, il nous fait la même chose sur Twitter. Moi, j'avais une stratégie Twitter qui était hors du commun. C'était, je m'envoie des fleurs, c'était de suivre les gens que les gens suivent. Donc, par exemple, je m'intéresse à l'IA, je vais aller suivre qui Sam Altman suit. Sam Altman, il doit suivre 200 personnes. Sur les 200 personnes, il y a 180 personnes, c'est les mecs les plus forts au monde en IA. Et tu suis ces mecs-là et tu regardes qui ils suivent. En général, ils suivent 20 personnes, c'est leurs collègues. Et donc, tu te crées un cluster comme ça. Et moi, j'ai créé une 50aine de comptes thématiques. Tu vois, j'ai mon compte IA, mon compte machin et tout. Tu m'en avais parlé, tu m'avais dit que tu faisais ça à chaque fois que tu t'intéresses à un sujet. Exactement. Pour pouvoir... Ça marche plus. La dernière fois, j'ouvre mon compte IA, j'ai que des news sur l'Iran. Je suis là, vas-y, mais lâche-moi, je ne veux pas for you. Je veux following. Et en fait, même en following, ils te poussent des pubs, ils te poussent des conneries, ils te poussent des trucs. C'est insupportable. Ils ne te laissent plus décider le message de qui tu veux. Et cette rupture du graphe, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Bon, tu as un avis assez pessimiste là-dessus, du coup. Ah ben non, mais la guerre, elle est perdue. C'est maintenant, il va falloir vraiment lutter avec des systèmes. Et c'est pour ça, si tu veux avoir une personal brand, soit tu fais un système qui spam, et t'as pas le choix, soit tu te crées une audience privée. Mais le milieu entre les deux, bah, les stratégies d'il y a 5 ans, et d'ailleurs, moi je trouve ça très triste, hein, parce que tous les mecs là qui arrivent sur les réseaux sociaux, ils sont en train de se faire vendre des modèles qui datent d'il y a 5 ans, ils payent des agences des fortunes qui sont complètement jetlaguées. Là, la vidéo fond uni, fausse interview, face caméra, ce modèle-là, il est catastrophique. Et les vues ne font que ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai un pouls sur le marché d'un truc à la con, c'est que tous les mecs qui ont ce business-là, ils font des better call loose avec moi, en mode, ouais, je plafonne dans mes revenus, j'ai du mal à convaincre des nouvelles personnes, les vidéos, elles marchent moins bien qu'avant, je sais pas comment faire pour convaincre les gens de continuer. Bah oui, mais il y a un problème de market fit. Tu peux pas convaincre les gens de continuer, il faut changer de modèle. Tu veux pas lancer une agence Personal Branding version 3.0 ? Bah putain, j'en ai lancé une avant-hier. Ouais. Ça s'appelle Chouari. Ok, c'est quoi ta stratégie ? Par contre, on fait que des clients très haut de gamme. Ah. Mais c'est de créer des systèmes comme ça pour les gens. Okay. En mode marque. En mode spam, ouais. C'est-à-dire qu'on prend ton essence, on la met dans une IA, on synthétise ta voix, on synthétise ton image, on synthétise ton cerveau, on synthétise ton knowledge, et on crée un système qui est vraiment... et qui est vraiment différenciant dans la nature de l'image. Okay. Bon, je te souhaite une belle réussite là-dessus. Écoute. Parfait. Et on prend qu'un client à la fois. Mais ce qui est assez fou, c'est que du coup, ça détruit notre consommation des réseaux. Comment ? Je disais, ça détruit notre consommation des réseaux. Parce que je vois beaucoup de gens intelligents tomber dans le truc ils sont addicts et ils perdent des points de QI, quoi. Ah, mais moi, ça y est, avant, on était protégés. Tu vois, il y avait les débiles sur TikTok.
Ouais. Les gens un peu plus intelligents sur Instagram, tu vois, parce que Ouais. tu avais un feed qui correspondait à tes abonnements et c'était cool. Ouais. T'es sur Instagram, t'es mort là. Ah oui, C'est bien sûr. TikTok, Ouais. d'il y a 2 ans, quoi. Ouais. Donc c'est fini. Ouais, ça va devenir de plus en plus dur d'être intelligent. Et surtout, tu as beaucoup de gens qui sont. Moi, j'ai de la peine pour beaucoup de gens qui se lancent en ce moment ou qui ont un business actuellement et qui sont pas à un stade assez élevé parce qu'on vend des modèles qui fonctionnent plus, tu vois. Sur l'espèce de coach. Enfin, ce que tu apprennes les coachs business sur Instagram, Ah ouais, mais ça, faire des réels sur Insta, envoyer des DM de setting, des trucs comme ça marche plus, quoi. ça ne marche plus. Ça marchait il y a 2 ans, mais il fallait être là il y a 2 ans. Et là, c'est mort pour eux, quoi. Ouais. Et tu as des mecs, du coup, qui se lancent, qui achètent des offres, tu vois, à 5K, ils mettent tout leur compte bancaire, ils ont plus de sous et ça marche pas quand même. Ouais, Donc c'est triste. c'est triste. Et tu penses que ça va être quoi la nouvelle vague? J'en parlais d'ailleurs avec, alors je sais plus, j'en parlais avec qui, mais avec des amis à moi, à Dubaï. Quand j'étais en bas de chez moi, on faisait un repas. Et on disait que dans la vague des business qui étaient mis en avant par le marché, on avait eu la vague du dropshipping avec Yomi, avec de l'e-com, qui est toujours, tu vois, numéro 1, mais tu as toujours des vagues de nouveaux business qui apparaissent. Ensuite, il y a eu tout ce qui était coaching avec Alex Hormozy. Ensuite, on a un peu eu, mais c'est resté dans une niche un peu sombre, c'est tout ce qui est OFM et OFMIA qui a quand même touché pas mal de jeunes. Est-ce que toi, tu penses que derrière, il y aura un nouveau business qui va encore arriver, il y aura Ouais, toujours bien de nouvelles sûr, tendances toujours. marketing? Ouais, bien sûr. Tu penses que ça va être quoi? Tu as déjà une idée du modèle qui pourrait arriver? C'est quand même des caractéristiques entre tous ces modèles qui sont réplicables à chaque fois. C'est que ça touche un grand public, c'est assez simple à comprendre dans tous les cas. Non, moi je pense que le drop servicing va avoir son moment de gloire. Ok. Et je pense que le signal faible que je vois en ce moment, c'est l'achat-revente. Signaux faibles dans le sens où ça a un Où moment je marché. commence à voir des mecs lancer des formations US. Hmm. En fait, il y a plein de mecs qui se disent que le problème, c'est de vendre de la merde. Fabriquer un bon produit, c'est compliqué. Mais il y a plein de gens qui ont un bon produit que personne ne connaît. Et là, il y a une opportunité. Ce qui est vrai. Hein. Et moi, je pense que ce qu'on a fait en dropshipping, qui était de prendre des produits et de les vendre sans avoir le stock, il va y avoir une opportunité massive à vendre des SaaS, des produits dont tu n'es pas le propriétaire. Mais tu fais le marketing et tu as de l'affiliation. Ouais. Et je pense que l'affiliate marketing va connaître son heure de gloire. De toute façon, l'affiliation, aujourd'hui, sur les casinos, par exemple, ça Ouais. se confirme, tu vois, les gars Mais qui attends, font sur les l'affiliation SaaS, sur les... prennent des tonnes. Ouais. C'est simple, tu prends le mec qui a le meilleur produit, tu fais son marketing pour lui. Exactement. Et tu touches beaucoup d'argent. Tu penses, après même marcher sur les offres à étiquette, par exemple, Yomi a le meilleur produit, je me dis, bah tiens, je peux faire le marketing de Yomi. Je prends une partie. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont créer des communautés de vendeurs. Et ce serait pas smart, du coup, de créer un système qui te permet d'automatiser ça? Ah bah si, T'as mais il y en a... une sorte bah, il y d'incubateur en a- il y a- d'affiliés. il y a déjà des gens qui le font, ouais. Ouais, Aux US, avec le clipping. bah, ou avec quelque le chose, ouais. clipping Whoop, ça. Hein. Imad Ghazi, comme d'hab, a la bonne intuition Toujours. sur le marché. Il lance un nouveau truc d'ailleurs. Il a acheté le domaine consulting.com. Il n'a pas dit ce qu'il allait faire dedans, mais c'est une sorte d'accompagnement très très à étiquette pour les business en ligne. Mm. Mais franchement, il est très très fort, Iman. Ouais, ouais. Il a acheté, je crois, 75 millions, il a dit un truc comme ça. Il a acheté ce Je sais plus, parce que j'ai vu ça sur la miniature, j'ai pas regardé la vidéo. Mais après, j'ai regardé un résumé que ChatGPT m'a fait. Mais je me suis Tu vois, dit même ça. toi, tu as l'exemple là. Tu regardes plus les vidéos. Ouais, tu regardes- non, Même mais les titres. On a de moins en moins Ouais. envie de regarder le titre des vidéos. C'est fou, hein. c'est tellement comme, on est dans c'est la comme les consommation. livres. Je lis des résumés où je prends que le substrat qui est le plus important. Tu vois, pareil pour les vidéos Tu lis YouTube. des livres encore, Ous Mm. C'est fini. Catastrophique. Pourquoi t'as plus le niveau d'attention nécessaire J'y arrive ou... plus. Moi, je suis chez toi, là, j'ai une bibliothèque qui fait la taille de la chambre. Je vois des livres partout et j'imagine que tu lisais des livres, mais tu lis plus du tout. Bah, t'imagines que moi, de l'âge de 6-7 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai lu minimum un livre par semaine. Mon enfance, littéralement, ma mère m'amenait à la bibliothèque municipale tous les mercredis parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer la garderie. Elle me déposait à 8h le matin, elle venait me chercher le soir à 18h. Et j'étais toute la journée dans la bibliothèque municipale de Tours. Et mon but, c'était de lire tous les livres de la bibliothèque. Et je lisais toute la journée des livres et j'en prenais à la maison que je lisais pendant la semaine que je ramenais. Mhm. Et j'étais genre un addict de la lecture. Ça a changé. Et ça change, hein, je pense que toi, tu lisais plus de livres. Ta Moi, génération. J'ai jamais trop lu de livres. Mhm. Je regardais les résumés, quoi. C'est terrible. Hein. Et t'imagines la prochaine génération avec l'IA? Est-ce que les livres vont encore exister d'ailleurs? Bah, t'auras une puce Bah dans la oui, tête. ça, ils vont jamais disparaître, mais c'est Les nouveaux auteurs. notre rapport au livre qui va changer. Ouais. Mm. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir.
dans les micro-tendances hyper intéressantes, c'est le succès des Coffee Table Book. Ça, c'est incroyable. Vous voyez ce que c'est, les Coffee Table Book? C'est un livre C'est de des grands décoration. livres de déco, Ouais. exactement. Donc le livre est en train de devenir un objet de déco. Ouais, bah, t'as Assouline qui faisait ça. Ta avec chaîne. les- Souligne. Non, parce que ça me fait rire, j'en ai un chez moi. Ah oui. Donc, Ah, il y en c'est a pour des ça. très beaux. Hein. Ouais, bah. Celui sur les créateurs, il est magnifique. Mais c'est 400 € le livre. Quoi. Ouais, ça devient un objet Ou d'art. 200 €. Ouais, c'est un objet d'art. Ouais. C'est juste la manière de consommer qui change ou tu penses que c'est voué à mourir? Il n'y a jamais rien qui meurt. Il y a toujours, Ça se transforme. toujours des bastions. Tu vois, quand même, le livre, c'est des millions et des millions de personnes par pays. Mais la tendance, elle ne va pas dans le bon sens. C'est plutôt, moi, je pense que c'est plus... Les gens veulent toujours voir les trucs en absolu. Faut voir les trucs en mouvement. Et je pense que la vraie vérité, c'est que tu as des choses qui montent et des choses qui descendent. Le livre, ça descend. Après, à quel point ça va descendre, où ça va descendre, machin, je suis pas Nostradamus, mais je sais plus observer les mouvements des choses. Et le livre, c'est pas du tout dans le bon sens. Et c'est terrible, hein. Toi, la dernière fois, on parlait d'avoir des enfants et tout. Je sais pas comment Déjà, on va ils faire. ne sauront plus écrire. Ouais, Aujourd'hui, je sais pas comment on va faire. même moi, quand j'écris, Ouais. je pense que j'écrivais pas mal, je Ouais. fais pas trop de fautes, mais aujourd'hui, c'est terrible. Ah, mais J'utilise je- tellement l'IA pour tout Pareil. que je pense que d'ici, je sais pas, Ouais. même c'est très rapide, d'ici 6 mois, 1 an, on sera vraiment moins écrire. Ouais. T'es plus focus, impossible d'être focus aujourd'hui. Ouais. De te poser avec une feuille, un stylo ou un ordinateur, réfléchir. Ouais. C'est tellement automatisé et facile. C'est vrai que c'est fou quand même. Moi, je réfléchis plus, je parle à ChatGPT. Ouais. Je pense que vous Ouais. faites la même chose. Pareil. On est tous foutus, c'est la merde là. Faut trouver des solutions. Écoute, s'adapter. l'image qu'on peut avoir, c'est que il n'y a pas si longtemps, tous les hommes étaient forts physiquement, travaillaient au Ouais. champ. Maintenant, pour être fort physiquement, faut aller à la gym 4 fois par semaine. Quoi. Et pour moi, l'équivalent, c'est que aujourd'hui, si tu veux être fort musculairement, il faut faire l'effort Ouais. d'aller à la Ouais. gym. Si tu vas vouloir garder ton cerveau, il va falloir faire l'effort. Mais en fait, tu as tellement un accès à tout que pour faire un effort pour quelque chose qui était naturel avant, ce qui était une nécessité, aujourd'hui, il faut le travailler Ouais, de manière Est-ce qu'il y a consciente. un intérêt à être intelligent? Il y a quand même, c'est... Ça dépend pour qui, peut-être pas pour toi, mais Pour moi. Non, mais moi, c'est inquiétant, un monde où les gens sont bêtes. Déjà, moi, le monde m'inquiète beaucoup, mais Ouais. ça va pas dans le bon sens. Mais non, c'est... Je pense pas que ça va D'ailleurs, je crois que c'est l'une des rares trucs qui fait pas débat, c'est que le niveau d'intelligence moyen dans un pays est directement corrélé à son niveau de prospérité. Hein. Dès que tu investis dans l'éducation des moins de 6 ans, les impacts sont fous dans un pays. Hein. Tu veux dire de manière négative? Ah non, positif. Ah, ok. Plus les gens sont intelligents, plus le pays se prospère. Ok. On n'a aucun intérêt à ce que les gens soient bêtes. Aucun. C'est un Mais est-ce source que de- finalement, c'est pas l'intelligence ne va pas changer de forme? Mais non. C'est-à-dire qu'on est moins intelligent dans notre crois tête pas. en tant qu'humain, mais les Non, gens mais qui savent le mieux maîtriser l'outil en soi, l'output sera le même que. Oui, mais je pense que c'est ça, mais ça va passer par la gym du cerveau. Moi, je pense qu'un mec intelligent qui utilise l'IA, il est 100 fois plus fort. Mais c'est Moi, juste que logique, ouais. maintenant, il va falloir, pour que rester intelligent, il va falloir apprendre à se déconnecter de soi-même, à ne pas regarder ce putain de device par soi-même, à avoir des vrais espaces de réflexion, de deep thinking, des endroits où on peut débattre, parler, échanger avec d'autres gens intelligents, de la même façon qu'on a dû créer des institutions entières pour s'entretenir physiquement. Moi, tu prends un mec, un fermier du 15e siècle, et tu le mets face à n'importe qui va à la gym, je pense qu'il explose. Et je pense qu'il verrait les mecs à la gym en train de lever des bouts de fer pour être en bonne santé, il se dirait, mais c'est quoi votre problème, en fait? Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus la ferme, on n'est plus sous l'effort physique, donc on a créé une sorte d'artificialité de cet entraînement, et de la même façon, il va falloir créer la même chose du cerveau, et de toute façon, il va y avoir des business qui vont ouvrir comme des gyms du cerveau. Avec Yomi, on en prépare une d'ailleurs à la rentrée, là. Mais c'est un des grands sujets sur lesquels on bosse, mais moi je pense vraiment qu'il va falloir créer des institutions où les gens viennent préserver leur cerveau. Ce sera sous quelle forme du coup? Je sais pas, ça va être, à mon avis, c'est de la discussion, de la lecture, de l'information. Et déjà, rien qu'avec l'IA, formé sur l'IA, il y a tellement de gens qui Ouais. sont encore à des années-lumière de comprendre Bien ce sûr. que c'est l'IA, de l'utiliser. Bien sûr. Ça crée un vrai fossé. Hein. Tu sais, je pense qu'on parlait des fossés entre les pauvres et les riches, mais l'IA va encore plus contribuer à ce fossé-là. Parce que tu auras ceux qui ont accès et qui comprennent comment utiliser l'IA et les autres. Et ça fait une vraie différence.
T'as d'autres questions? Écoutez, c'est un débat, tout le monde discute. Toi, Anthony, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Mais il vient de te le dire. Non, il vient de dire que l'IA va créer un fossé. Mais il pense quoi alors? Moi, je parlais Il est éclaté, votre modérateur. Arrêtez. Il sort d'où là? On m'a mis ici, on m'a pris en otage. On va dériver complètement de sujet. Bah, Les zombies vas-y. chinois. Les zombies Les- chinois. Tu veux qu'on parle des zombies chinois? Si tu veux. C'est Moi, marrant, les zombies franchement, il n'y a chinois. pas grand chose à parler. Moi, j'évite de parler des trucs de sécurité nationale sur YouTube. T'as raison. il aime tellement les problèmes. Il fout la merde. C'est un truc de dingue. Arrêtez. Ah, C'est un truc de dingue. J'ai que des questions qui vont créer la merde en fait. Vas-y. Bah, de toute façon, Vas-y. on n'est pas obligé de répondre, t'inquiète pas. Voilà. Ok, c'est bon. On va faire une liste. Anthony, c'est quoi les business les plus problématiques que tu vois venir à Dubaï? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Écoutez, on me demande de poser ce que je veux. Les plus problématiques? À quel niveau? Précise un peu ta Dans question. la nature de l'activité. Problématique, ça dépend. Pour le pays, je pense que les gens qui viennent à Dubaï, souvent, ils viennent plein de bonnes intentions. Et qu'à partir du moment où ils sont à Dubaï, ils font le maximum pour rester à Dubaï. Donc généralement, toutes les personnes même qui font des business qui peuvent être dits entre guillemets problématiques à l'international, c'est pas forcément eux qui vont créer des problèmes à Dubaï. Ils vont souvent avoir même une seconde vie à Dubaï où ils vont essayer de faire des choses bien. Ouais. Je pense que peut-être les projets les plus problématiques, c'est des projets liés à la crypto. Il y a plein de projets crypto un peu Casino bizarres. aussi, hein. Casino, alors pour l'instant, il n'y en a pas parce que la licence de gambling, elle est pas autorisée, hormis pour le casino de Ras Al Khaimah en 2027. Mais pour l'instant, officiellement, tu peux pas ouvrir un casino en ligne à Dubaï. Donc, t'as pas de casino. Là, il se dit, je comprends pas, j'ai rencontré plein de mecs qui ont des casinos. Voilà, Ouais. je sais que ça. Mais- Surtout chez moi là-bas au Rixos, ils sont tous dedans. Ils sont tous là-bas. FM, casino. tous Mais- chez moi. alors, les personnes qui sont dans cette situation-là, généralement, ils sont à Dubaï, ils vivent à Dubaï, mais ils ont des structures à l'international. Ça peut être des LLC aux États-Unis, au Delaware, et voilà, ils vivent simplement à Dubaï. Mais ouais, comme beaucoup d'entrepreneurs qui viennent juste à Dubaï pour travailler depuis Dubaï, mais leurs business ne sont pas forcément basés à Dubaï. Tu nous parlais il y a quelques jours, vous avez fait un pari tous les deux d'ailleurs, Ah. sur les impôts à Dubaï. Ouais. Est-ce que vous pouvez reparler de ça face caméra? Anthony, tu disais qu'il y allait avoir Ouais. des impôts à Dubaï, en tout Alors, cas qu'ils allaient augmenter. Aujourd'hui, il y a déjà un impôt à Dubaï qui est à 9% sur les sociétés mainland. En fait, les sociétés mainland, c'est des sociétés qui exercent sur le territoire. Donc, ça peut être un restaurant, un hôtel, une salle de sport. Jusqu'à présent, jusqu'à 2023, il n'y avait pas du tout d'impôt à Dubaï. Tu n'avais pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, on a ce premier impôt parce que Dubaï essaie de se conformer à une pression internationale qui vient de tous les sens. Et je pense que dans les années à venir, il va y avoir de nouveaux impôts qui vont arriver à Dubaï parce qu'ils sont arrivés à un stade où ils n'ont plus spécialement besoin de faire venir des personnes chez eux. Dubaï, aujourd'hui, il y a plus de 3 millions d'habitants. Tout le monde achète de l'immobilier, ils ont de l'argent qui vient de tous les côtés. Je pense que la prochaine étape, c'est d'avoir de nouveaux impôts. D'ailleurs, il y a Oman qui est juste à côté, qui était aussi totalement tax-free, qui vient de mettre un nouvel impôt. Et à mon sens, toute la région va être, je ne sais pas à quelle échéance, peut-être ça sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais en tous les cas, ouais, on va dans un sens, à mon avis, où il y aura des impôts. Et Oussama, toi, tu pensais l'inverse. Moi, je pense qu'ils se sont fait imposer les 9% par la taxe mondiale OCDE. Je pense que depuis que les États-Unis sont sortis de ce traité, ils se disent, mais attends, on se fout de notre gueule, et je pense qu'ils vont faire en sorte d'en sortir d'une façon ou d'une autre. C'était quoi notre pari, au fait? Le pari, c'est qu'il y aura un impôt perso Ouais, mais quoi est-ce qu'on a parié? Dans 5 ans. dans 5 ans. Ah oui, c'était un week-end. Ouais. Un week-end, on est esclave Ah de ouais. l'autre. On va kiffer. Pas des sujets dont vous voulez parler Et toi, ton avis sur les impôts Mon à avis sur Dubaï? les impôts à Dubaï. Mhm. Bah, écoute, alors, moi, je suis Ça fait plutôt pas dans la longtemps que team t'es à de- Dubaï, toi? Ça fait combien Ça de va temps? faire bientôt 2 ans, Ah. depuis que j'ai 17. Écoute, moi je suis plutôt dans la team d'Oussama, je pense que les impôts vont disparaître, parce que je pense que c'est dans les incentives du pays de faire en sorte qu'elles ne soient pas là. Et tu le vois même dans le mindset du share et de tous les gens qui dirigent le pays, en fait, c'est pas des mecs qui vont essayer de gratter, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, tu vois, en mode oui, ok, ils se servent de ça, tu vois. Ah, enfin, on a l'OCDE et la régulation internationale qui nous donnent cette porte ouverte, tu vois, pour remettre des impôts sur les gens. Je pense que c'est pas du tout dans leurs intérêts, c'est pas du tout leur envie, comment ils ont envie de construire leur pays. Donc je pense que ça va être dans le sens opposé. Et ouais. Et sinon, heureusement qu'il n'y a pas d'impôt. Heureusement qu'il n'y a pas d'impôt, parce qu'on a vu un débat il n'y a pas longtemps avec un ami lors d'un restaurant. Et je lui ai dit, ouais, écoute, on parlait de la France, du fait qu'il y avait trop d'impôts en France. Et je lui ai dit, honnêtement, moi je pense que jamais que j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui. Donc construire l'entreprise que j'ai construite, faire les projets que je fais, si j'avais eu les impôts que j'ai eu
que la plupart des gens ont en France. Ouais, Sachant Parce que j'ai je dis débuté en tous les gens France. qui sont à Dubaï. Ouais, c'est sûr. C'est clair, c'est ce qu'on se dit quand on est à Dubaï. Quand tu es à Dubaï et que tu as en gros 100% de tes revenus comparé à n'importe quel pays du monde. Tu sais, moi quand j'étais tout petit, je me disais mais comment c'est possible à Monaco tout le monde est riche? Mais en fait quand tu vas habiter à Dubaï, tu comprends. Parce que quand tu as 100% de ton revenu qui te revient dans ta poche, ça change complètement la donne. Ouais. Ça te change la donne, ça te permet de réinvestir derrière, ça donne beaucoup plus de possibilités. C'est sûr, c'est sûr. L'impôt détruit des gens. Mm. Il nous faut un Javier Milei. Alors ça. Question du coup, si vous avez des jeunes, ou même des pas jeunes d'ailleurs, qui débutent dans leur activité, c'est quoi les meilleurs conseils que vous pouvez leur donner pour faire du management, gérer des humains, recruter des gens? Comment bien s'entourer même, tu vois, pour faire péter ses projets et travailler correctement, quoi. Écoute, de toute façon, c'est la merde. C'est un sujet, personne n'y arrive pour de vrai. Tout le monde galère. Mais je pense que le vrai secret, c'est de galérer vite et fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller à la demi-mesure. Tu as un doute, il n'y a pas de doute. Tu as un signe, il n'y a pas de signe. Dès que tu as le moindre indice que quelque chose ne va pas, tu vires, tu ne cherches pas. Et c'est ce que tu apprends avec le temps. Tu n'apprends pas en fait à éviter les problèmes. Tu apprends à les traiter très vite et pas les laisser pourrir. Et je pense que ce sujet-là, il est encore plus vrai dans les domaines tech et des domaines où tu as besoin d'avoir des gars qui gagnent des tonnes parce que c'est eux les stars en fait. Aujourd'hui, quand tu as des mecs, c'est des stars dans ton équipe que tu dois payer des tonnes et que tu es presque en train de recourir après pour qu'ils viennent travailler avec toi, tu n'es pas dans la même démarche et dans la même position que moi, par exemple, sur des business traditionnels où en fait, j'avais des commerciaux, j'ai des personnes qui sont sur le terrain qui en fait ont besoin de moi. Donc tu n'as pas la même démarche. Donc je pense que la première chose, c'est déjà de bien t'entourer. Effectivement, il faut que tu connais les domaines dans lesquels tu es bon et ceux dans lesquels tu n'es pas bon. Là où tu n'es pas bon, il ne faut pas avoir peur de mettre des gars qui sont bien meilleurs que toi. Et surtout de donner de l'equity aux personnes directes. De les faire Même dans participer un business à ta boîte. online, Bien sûr. tu penses que c'est smart? Bien sûr que ouais. Je pense que ouais. Ça va impliquer les gars. Je pense que ça sert à rien de leur donner des salaires de footballeurs, mais en tous les cas de leur donner des participations dans ta boîte pour les impliquer. Et après, si toi tu es un bon manager et que tu arrives à les tirer vers toi, je pense qu'ils resteront avec toi. Ok, donc faut pas choisir, il faut juste virer vite, quoi. Hire fast, fire fast. C'est fire pour virer? Hire slow, fire fast. Ouais. Hire slow, fire fast. Pourquoi hire slow? Parce que tu découvres les gens juste rajouter un entretien, machin déjà. C'est Pas la pour ça même que les énergie, grosses boîtes, ça, ils font des entretiens, 10 entretiens d'embauche avant de. T'as les Big Four, t'as, je sais pas, 10 entretiens avant de passer. Tiens, Anthony, je me posais une question justement, rien à voir avec ça. Tu nous parlais des commerciaux que tu gérais. Je t'ai jamais demandé, j'ai déjà posé des questions à Oussama. On a déjà parlé d'un peu son histoire, son passé et tout, même en dehors de la caméra. Toi, je t'ai jamais demandé ce que tu faisais avant. C'est très mystérieux. Tu es très mystérieux, Anthony. L'image qu'il est en train de lui construire. Non, C'est je dingue, hein? construis aucune image, c'est quelqu'un de mystérieux. Non, je peux te dire, mon parcours il est assez simple. Hein. J'ai commencé à travailler très jeune, à 17 ans. J'étais vendeur sur les foires et les salons. Et à 20 ans, j'ai eu la chance de pouvoir gérer un petit groupe. En fait, j'avais 2 patrons, un qui habitait en Israël, un aux États-Unis. Ils ont voulu monter des magasins de meubles sur la région parisienne. Et du coup, ils ont fait appel à moi parce que j'étais pas trop mauvais dans la vente pour eux. Et j'aurais ouvert 5 boutiques sur Paris. Et ensuite, suite à ça, j'ai créé mes propres business. Donc, le premier business, c'était le business dans lequel j'avais commencé à travailler, les vendeurs, en fait. Ouais. Donc, j'ai embauché des commerciaux. J'avais une 50aine de commerciaux qui travaillaient sur toutes les foires et salons de France. Et du coup, c'est pour ça que les ressources humaines et les humains, c'est un petit peu un sujet que je maîtrise, dont j'ai eu l'habitude. Et je pense que c'est le sujet le plus difficile. Effectivement, comme on le dit, on le répète, on l'entend de partout, gérer les humains, c'est ce qui est le plus compliqué. Donc, quand tu as 50 personnes et encore plus des commerciaux qui veulent te faire des ventes toute la journée, c'est pas forcément le sujet le plus simple. Donc, j'ai commencé comme ça, en fait, en ayant donc, des commerciaux qui allaient sur les foires et salons un peu partout en France, la foire de Paris, ce genre de choses, pour essayer pour vendre. Et donc, du coup, nous, on faisait la formation à ces vendeurs et on les laissait partir, du coup, sur les foires et salons. C'est quoi le tissu de ton costume? T'aimes bien? J'adore. C'est du cachemire. Ah, c'est beau, hein. Sur mesure? Tu fais tes vêtements sur mesure ou pas? Généralement, ouais. C'est qui ton tailleur? J'étais à Londres. En fait, moi, j'habitais à Londres à un long moment. Et du coup, j'ai quelques tailleurs sur Londres avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, qui me font des costumes. Classe. Merci aussi. Tu es très élégant, Anthony. C'est gentil. C'est une des choses que j'apprécie le plus chez toi. Oh, ça fait plaisir. C'est gentil. Donc voilà, maintenant tu sais tout. Rien dire. Après, j'ai monté d'autres business par la suite, mais le vrai démarrage, et je pense que ça a été très formateur pour moi, ça a été ça. Parce qu'en plus, tu sais, quand tu fais des foires et des salons, tu vois tellement de monde dans une journée. C'est incroyable. Tu as commencé en mode hardcore, quoi. Ouais, c'était en mode hardcore. En plus, j'étais jeune, j'avais 17 ans et demi, j'ai commencé rapidement. À 17 ans, tu dirigeais des commerciaux? À 17 ans, j'étais commercial. Sur les foires. Ah, ok. Ouais, moi, j'étais commercial. À 20 ans, il dirigeait des commerciaux. À 20 ans, j'ai 3 ans.
Ouais, j'ai mis ouais, c'est ça, 2 ans et demi, 3 ans. Et à 20 ans, donc du coup, j'ai commencé à embaucher des gars qui avaient 50 ans, 60 ans pour être les directeurs de magasin. Et ça a été une vraie épreuve. Et ça forge. Parce que voilà, c'est une vraie Et expérience toi, de t'as fait terrain. quoi? Et toi, Oussama, c'est quoi le truc le plus dur que tu fait dans le business? Où tu te dis, là, je le referai pas. Survivre à 50 procès. Ah ouais? Ouais, il n'y a rien de plus dur. Il n'y a rien de positif que tu en tires où tu te dis, ah, quand même. Tu vois, Ouais, ce parce truc qu'en un vrai, peu, c'est pas formateur. C'est pas comme faire du business. C'est juste Alors, si subir. tu apprends forcément des leçons de vie dedans. Si, c'est très formateur. Par rapport à quoi? J'ai découvert 3 secrets dont j'avais pas conscience dans le business et qui peuvent te faire monter très très haut. La première, c'est que l'anticipation de la structuration peut vraiment changer ta vie. Tu as des façons de te protéger, tu as des façons de structurer, D'un point de vue légal, du d'un coup. point de vue légal, d'un Mhm. point de vue stratégique, d'un point de vue machin, dont j'avais pas conscience. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que quand tu montes très haut, tu as des turbulences. Et si ton vaisseau est pas de plus en plus blindé, tu prends ce qui est. Et moi, la bêtise, c'est que je me suis pas arrêté, j'ai pas réfléchi au blindage. La deuxième leçon, t'apprends beaucoup sur la capacité que tu as à résister mentalement au stress. Et ça, la résistance au stress, c'est un truc. Parce que la police, les gardes à vue, tout ça, c'est que du jeu psychologique autour de on va te briser, Mhm. on va te mettre dans la honte, on va dire que tu es coupable alors qu'il n'y a pas de procès. Le système judiciaire, c'est quand même un système complètement dingue où en fait tu es jugé dans la minute où le premier article sort sur toi. Mhm. Tu vois, genre, Et la troisième chose, c'est que tu découvres à quel point il faut faire attention à ne pas se faire d'ennemis. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que tu pouvais détruire n'importe qui si tu es juste un petit peu motivé et que tu as un peu d'argent. Ouais, Et ça, c'est c'est clair. complètement fou. Les gens n'imaginent pas à quel point c'est facile de détruire quelqu'un. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui voulaient détruire des gens, en fait. En fait, c'est rare, parce que sinon, ça serait beaucoup, beaucoup plus courant. Moi, je te prends n'importe qui au hasard, là. Tu me donnes 100 000 euros. Le mec n'a plus de vie. Plus de c'est clair. compte, plus de travail, Ça coûte vraiment, vraiment rien, désolé. Et en fait, pourquoi? Parce que les gens participent tellement au système. Les gens croient n'importe quoi dans la presse, il suffit qu'un article. Les banques s'y mettent, la débancarisation. Mm. Quand tu es débancarisé, les gens autour de toi ne veulent plus bosser avec toi parce que c'est louche, machin. Mm. Et en fait, c'est comme s'il y avait plein de signaux de soi-disant d'opprobre qui étaient activés, alors qu'en fait, c'est juste parce que les gens sont complices de ce système, parce qu'ils sont bien contents. Ils se disent, ah, c'est pas moi qui me fais tabasser. Mhm. C'est comme tabasser un gamin dans la cour d'école. La grande raison pour laquelle le gamin se fait tabasser, c'est parce que les autres ne réagissent pas. Si toute la classe allait, peut-être grandi un peu en Italie ou machin, dans des sociétés où les gens sont solidaires, tu te fais pas tabasser à l'école. Ouais. Le harcèlement, ça n'existe pas. Parce que justement, tu sais que tu vas être protégé par ta famille, par tes amis, par tes machins. Donc le groupe est fort. Mhm. Et en fait, on a tellement individualisé la société occidentale qu'en fait, le groupe est pas fort. Et surtout quand tu es un entrepreneur. Les Ouais. entrepreneurs, ils sont tellement mal vus. Et Tellement seul. et donc, du coup, ouais, Et donc, dès qu'ils ont le moindre problème, tout le monde les traite comme des pestiférés. Mm. Et c'est une erreur. Parce qu'en fait, ce que moi j'ai appris avec ces 5 ans, c'est que tous les gens qui m'ont traité en pestiféré commencent à avoir des problèmes. Tu vois, par exemple, il y a un entrepreneur de famille là, qui m'a appelé la semaine dernière. Lui, il a eu un MeToo, hashtag MeToo complètement débile. Il a fini en garde à vue, prison, machin. Il a tout perdu. Il a perdu sa boîte, son machin. Et plus personne ne lui parle. Et je lui dis, mais t'étais où il y a 5 ans en fait? C'est gentil de m'appeler pour avoir de l'aide, mais moi, quand j'avais besoin d'aide il y a 5 ans, t'étais où? ouais. Malheureusement, tu vois, dans toutes les sphères, hein, je crois que ce soit les sphères politiques, business, à partir d'un moment donné, quand tu génères soit des revenus importants pour des businessmen, soit des postes importants pour des politiques, il y a un moment donné où tu touches le fond. Hein. Il y a Ouais, c'est quasi inévitable. Tu C'est regardes les inévitable. présidents, tous les présidents, enfin, il n'y en a Mm. pas un sur les dernières années qui n'a pas eu d'affaires médiatiques, c'est dans toutes les sphères. Ouais. Ouais, il y a tellement de gens qui ont un simple intérêt à te vouloir du mal. Ouais. Donc Ça- tu découvres tout ça. J'ai de la chance d'avoir découvert tout ça. Pas trop vieux, je me dis que je pourrais utiliser tout ça pour monter encore plus haut. Comment on anticipe du coup pour se protéger? Je pense qu'il faut structurer. Il y a plein d'outils d'asset protection dont les gens n'ont pas conscience. Après, ce qui est marrant, c'est que personne ne peut en parler en public. Tu vois, tu rentres dans un monde assez marrant où c'est des avocats, des comptables, des machins qui sont spécialisés là-dedans. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup de s'intéresser et de poser la question. D'ailleurs, je le dis en vidéo,
n'importe qui a une question d'asset protection. Moi, je suis tellement traumatisé sur ce sujet-là que si m'écrivent un DM, je répondrai gratuitement par simple Par karma solidarité. pour tous les gens qui m'ont aidé gratuitement et qui sont invisibles. Mais c'est vraiment des trucs de l'ombre qu'il faut réussir à mettre sur le devant de la scène. Faudrait Ouais. faire des comptes anonymes d'ailleurs. Et tu te rends compte d'ailleurs que les grandes familles en France qui ont des gros business qui tournent, ils connaissent ces systèmes, ils C'est ont un fait truc ça de fou. depuis toujours. Moi, je le vois, tu vois, aujourd'hui, on a monté un cabinet sur Dubaï, sur la partie légale. Moi-même, je suis pas avocat personnellement, mais je travaille du coup il y a des avocats qui travaillent avec moi. Et je me suis rendu compte à quel point c'était puissant et quels sont les outils qui existent. Parce que c'est vrai que dans Ah le ouais. commun des mortels, ça n'existe pas. Non. Et même des outils d'investissement, c'est pareil. Mhm. Tu as des outils d'investissement que personne ne connaît. C'est que des milliardaires ou des gros groupes qui utilisent ça ou des fonds d'investissement. Et c'est inconnu du Ouais. grand bataillon. Donc, Et pourquoi personne ne le rend public? Personne il n'y n'a a pas intérêt. d'intérêt. Alors franchement, s'il y a un truc, c'est que si le jour où c'est rendu public, si un C'est comme les jour... restaurants, excuse-moi, je te Ouais. coupe, mais comme Oussama avec ses restaurants, il connaît tous les meilleurs restaurants du monde, il veut pas balancer les adresses. C'est exactement la même ouais. chose. Non mais le jour où ces dispositifs sont mis en lumière, ça va être des scandales sur scandales. Bien sûr. Il n'y a pas un fou du bus qui veut tout mettre en lumière? Qui se dit, ah, Ben, sur Insta, il y a de plus en plus de comptes qui mettent tout en lumière, ça m'inquiète d'ailleurs. Parce que je me dis d'un côté c'est cool, ça informe les entrepreneurs, mais de l'autre, ça va finir par informer les mauvaises personnes, quoi. J'ai vu ça, t'as mis en story là, il n'y a pas longtemps Ouais. avec une demoiselle qui est son bébé. T'as vu? J'ai j'ai pas vu, ça parle de quoi? parlé des trusts. Des trusts. Non mais c'est une nana qui fait un post, mais d'une... En plus, c'est vraiment la nana américaine business. Et quand tu vois le... C'est une nana qui doit gagner 1 million d'euros par an. Parce qu'aux US, c'est 1 million d'euros par an, c'était un clochard. Ouais. Et quand tu vois son niveau de sophistication en structuration et en asset protection, et elle fait des stories sur ça, et j'ai fait la blague, j'aimerais savoir quel entrepreneur français qui a une boîte qui a plus d'1 milliard comprend ce qu'elle dit alors que la meuf est à 1 million par an. Et je pense que tu prends tous les CEO d'unicorn française, il n'y en a pas un qui comprend le poste. Alors que le montage qu'elle fait est hors du commun pour protéger ses enfants. Mais c'est parce qu'aux US, le moindre lawsuit, c'est ta vie entière qui passe par la fenêtre. Donc, Ouais, faut tu, faire penses à, attention. tu penses à 2 fois de te protéger, quoi. C'est faux parce qu'il n'y a pas une personne, un entrepreneur ou même des gens connus que je croise qui ont des, on va dire, des influences ou qui peuvent avoir joué sur certains enjeux qui n'ont pas des procès. En fait, tout le monde a des procès. Ah ouais, mec. Ou des redressements, ou des contrôles, ou des C'est- trucs. C'est infernal. Je me dis, si même moi déjà je me fais sauter, alors. C'est infernal. C'est infernal. C'est sans fin. C'est Dès vraiment... que tu rentres dans le game, tu Ouais, dois connaître les règles. fini, C'est quoi, comme ça, tu vas fait jouer au partie- Monopoly, tu Et dois ce qui connaître les est règles. fou, c'est qu'on estime que c'est normal. Ouais, c'est Mais ça, mais moi, les, c'est ça qui gens me ont, dérange. les gens ont tort. C'est pas normal, c'est parce que nos sociétés sont dysfonctionnelles, c'est parce qu'on est dirigé par des mafias qui profitent des gens, qui créent de la valeur. Et résultat, ils créent des règles qui sont absurdes et ils arrivent... Moi, je le fais récemment. J'ai appris que... Comment il s'appelle Bernard Arnault avait dû plaider coupable dans une affaire de fraude fiscale en France pour un montage. En fait, les gens sont fous. C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, c'est Bernard Arnault, c'est une petite amende pour lui, machin. Mais c'est une question de principe. Si tu es l'homme le plus riche du monde, que tu travailles dans un groupe où il y a combien d'avocats à chaque étage, combien de contrôleurs de gestion, combien de structurateurs, combien de machins, et que tu fais un montage, et que ce montage t'amène en garde à vue, tu te dis, mais c'est le système qui va pas, c'est pas le montage. C'est impossible qu'un mec à ce niveau-là puisse vouloir, tu vois, jouer avec les impôts. Et c'est juste parce que les gens se rendent pas compte, c'est que les impôts, passé un certain niveau, ça se négocie, et c'est honteux que ça se négocie. Parce que qui dit négociation, dit t'es dans les bons papiers, pas dans les bons papiers, tu es du côté du pouvoir, t'es pas du côté du pouvoir, tu es avantagé, pas avantagé, et c'est une honte. Toi, tu dois connaître le sujet des tax ruling. C'est une honte que ça existe. Que des gens puissent négocier leurs impôts, leur structuration avec des États, ça n'a aucun sens. Et ça, en fait, les gens, ils se disent oui, mais c'est les milliardaires. Non, personne ne devrait avoir un système fiscal complexe, parce que le système complexe, c'est une forme de mafia. C'est tout. Et l'État est la plus grosse des mafias. C'est une mafia insupportable, qui en plus arrête pas avec la démocratie de changer. Encore, t'es à Dubaï.
Et comme ça, l'État. Tu négocies avec lui. Tu sais que pendant 30 ans, le mec il t'a donné sa parole. La parole va jamais changer. Là, tu négocies avec le mec, il se fait plus élire, machin vient. Il y a toutes les strates, hein, en France. Le mec vient avec toi parce qu'il a négocié, machin. Enfin, c'est pas possible. Et c'est destructeur de prospérité. Le fait que chez LVMH, ils passent plus de temps à réfléchir à comment payer leurs impôts ou optimiser, plutôt que de vendre plus de sacs, faire plus de travail, plus d'artisanat, c'est net négatif pour l'ensemble de la société. Et que les gens ne veuillent pas comprendre ça, moi, ça me rend ouf. Ouais, Parce que c'est de la jalousie, c'est « Ah oui, il a beaucoup, il a qu'à donner. » Non, mais ta mère, toi, t'as pas grand-chose et tu donnes rien. Alors pourquoi un mec qui a beaucoup donnerait? La nature humaine est égoïste, c'est pas grave, il faut faire des systèmes connard-proof. On va pas passer notre temps à souhaiter que la nature humaine soit différente. On va juste souhaiter un système simple dans lequel on ne fait pas le lit des gens qui profitent du système. Et les gens ne se rendent pas compte quand... Et d'ailleurs, c'est parce que personne ne défend Bernard Arnault sur son contrôle fiscal, que personne va défendre Bouygues sur son contrôle fiscal, que personne va défendre le mec de la start-up sur son contrôle fiscal, que quand ils viendront pour toi, petit boulanger, petit machin, eh ben, il n'y aura plus personne pour te défendre. Parce qu'à toutes les strates, on n'a fait preuve que de solidarité. La seule façon de faire qu'un système fonctionne, c'est qu'on prenne tous conscience qu'on est membre de la même guilde et que quand on touche à l'un d'entre nous, on touche à nous tous. Et si les entrepreneurs se comportaient un peu plus comme un groupe solidaire qui ne se donne pas des leçons entre eux, eh ben l'État aurait un peu plus peur de nous. Et il n'y a que la peur qui peut amener l'État à se comporter correctement. Personne avec du pouvoir se comporte bien parce qu'il est de bonne volonté. Non, la peur, c'est la seule chose qui fait que les gens n'abusent pas leur pouvoir. Et aujourd'hui, l'État a assez peur de nous. Tu penses que ça va changer? Tout change. La question, c'est dans combien de temps? Bon, on va manger. Il y a de la dalle. Moi aussi. C'est pas comme si on n'avait pas mangé à midi, mais... Vous voulez que je dise un dernier truc? Si tu veux. Bon appétit. Merci.